Alors, on va revenir à ce qui nous intéressait là, et notamment cette pénurie de munitions et puis cette aide militaire qui n'arrive pas, puisqu'on est avec Thomas Ernaud. Merci d'être avec nous. On voulait évoquer avec vous, Thomas, ce matin, ce qu'affirment deux responsables américains à ABC, sous couvert d'anonymat, bien évidemment. Voici ce qu'ils disent. La situation commence maintenant. Elle ne cesse de s'aggraver au fil du printemps et de l'été. La période dans laquelle nous entrons est donc une période critique. Et ils nous disent qu'en fait, on n'a plus que jusqu'à fin mars. Et après, ça va être catastrophique pour ces munitions. Ma question est la suivante. Il y a eu beaucoup d'experts sur ce plateau qui nous ont dit non, on peut encore tenir comme ça toute l'année 2024. Ça va commencer à poser problème pour 2025. Est-ce que les choses ne se sont pas un peu accélérées? En tout cas, il y a des doutes qui sont installés. On est dans une période d'incertitude. La présence de Zelensky sur Fox News en est une preuve. Il est dans son rôle de chef d'État et de chef de guerre. D'ailleurs, on peut faire un parallèle du côté russe. Il y a les déplacements de Sergueï Lavrov en Corée du Nord et également en Iran. Là, on a besoin de ce qu'on appelle des armes et des armes. On est dans une philosophie où on a besoin de munitions. Ça se traduit par des grosses incertitudes du côté ukrainien parce que le principal fournisseur, que sont les États-Unis d'Amérique, bloque le fameux fonds de 90 milliards qui doit être voté à la Chambre basse. Zelensky, dans la reprise de son parcours, comme il avait déjà fait en 2022 et en 2023, a obtenu des accords de défense avec le Royaume-Uni, janvier 2024, avec Emmanuel Macron la semaine dernière sur un accord sur la formation de soldats ukrainiens, également la livraison d'armement, on pense au fameux canon César. Voilà, sur les doutes, ces doutes, en fait, ils peuvent entraîner différentes conséquences sur le terrain. S'il n'y a pas de livraison d'armement de la part du premier partenaire que sont les États-Unis d'Amérique, on le disait hier sur votre plateau, Anne et Guillaume, il va falloir faire des choix. Les choix, c'est des choix de territoire. Il va falloir sacrifier peut-être certaines zones. Ça peut être des zones qui sont importantes pour l'économie ukrainienne. On pense à des zones agricoles. Ça peut être des zones où il y a des barrages, c'est-à-dire des outils énergétiques. Ça peut être des zones où il y a des centrales nucléaires. Ça peut être des zones où il y a des métaux rares. On connaît l'importance des métaux rares aujourd'hui dans le développement et les échanges économiques internationaux. Donc voilà, ces livraisons d'armement qu'attendent l'Ukraine, qui sont de différentes qualités. Ça va être des munitions, des obus de 155 mm, les fameux HIMARS et les missiles à tag. C'est du Patriot pour la défense antiaérienne. S'il n'y a pas ces livraisons, il va être difficile de tenir le front. Hier, le général Chauvency rappelait, c'est un front quand même de 1200 kilomètres. C'est un front où il y a de la menace aérienne. La Russie domine quand même pour le moment l'échelle du air power. C'est la mer Noire. On parle d'une mer qui est pour le moment contenue par les troupes ukrainiennes en raison notamment des missiles Storm Shadow et Scalp qui avaient été livrés par le Royaume-Uni et la France. Mais si demain il y a une limite dans les livraisons d'armement, la Russie va pouvoir reprendre le dessus sur la mer Noire et pourquoi pas envisager des opérations sur Odessa, pardon. Et puis, il y avait un dernier grand point Thomas que je Ernaud, voulais mettre. pardonnez-moi Oui, de vous pardon. couper parce qu'il y a quand même, on va bientôt manquer de temps et il y a quand même une question qu'on voulait absolument aborder avec vous, c'est celle des F-16. Parce qu'on apprend du côté du Danemark que les F-16 pourraient arriver non pas maintenant, c'est-à-dire en début d'année comme on l'avait prédit, mais plutôt à l'arrivée de l'été. Ça, c'est ce que dit le Danemark. De l'autre côté, il y a aussi Jens Stoltenberg à l'OTAN qui nous dit clairement que potentiellement, à partir de maintenant, dès que les F-16 seront reçus, ils pourront être utilisés en dehors du territoire de l'Ukraine, à comprendre, sur le sol russe. Est-ce que déjà c'est une déclaration qui n'engage que lui ou est-ce que l'OTAN a vraiment changé de doctrine en ce sens? Bonne question. S'il y a une déclaration de ce genre de la part du secrétaire général de l'OTAN, c'est qu'il y a des dispositions qui ont été prises au niveau du commandement et des états-majors des membres de l'OTAN. Après, sur la livraison des F-16, c'est vrai qu'on les attend depuis longtemps. Les Ukrainiens les attendent depuis longtemps. Ça renvoie à ce que je disais à l'instant sur la notion de air power, la domination de l'air, retrouver de la liberté, de l'activité. C'était la phrase de Giulio Doué qui disait qui domine les airs, domine la terre. Tant qu'ils n'auront pas ces F-16, mais également avaient été évoqués des avions Gripen, qui sont des avions suédois, des Mirage. La France se refuserait pour le moment à livrer des Mirages, mais le Mirage avait également été évoqué, ainsi que peut-être des Typhoon. S'il n'y a pas la livraison de ces avions, on va rentrer dans une situation qui va s'intensifier en termes de complexité, puisque on parle de problématiques de munitions, on parle de problématiques d'hommes, on parle de problématiques d'extension du front, et on parle donc de problématiques aériennes. On sait qu'il y a la partie formation actuellement qui s'accentue en Roumanie, en France, au Danemark et au Royaume-Uni, mais ils ont besoin de ces avions et je pense que le mois de juin va être la date peut-être, c'était la date de la contre-offensive l'an dernier, peut-être des initiatives seront menées, mais ça va être tard encore. Merci beaucoup, Thomas Merci. Ernaud. Merci d'avoir été avec nous. Restez bien avec nous. On revient dans quelques minutes. À tout de suite.